C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes. Mylène Craête, qui est correspondante parlementaire à la presse, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Pierre Poilievre demande la démission du ministre Mendicino pour sa gestion du dossier de Paul Bernardo. Il accuse le ministre d'avoir menti carrément. Mylène, à quel point ça vous semble embarrassant pour le ministre Mendicino? On peut lui dire que ça lui fait une grosse année. C'est un autre gros dossier qui lui tombe dessus cette année. On n'a qu'à penser au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu, où le gouvernement avait déposé des amendements à la dernière minute, une fois que les consultations étaient terminées en comité parlementaire. Mendicino a dû défendre aussi tout le dossier d'ingérence de la Chine dans la démocratie canadienne et maintenant l'affaire Paul Bernardo. Donc, ça commence à faire beaucoup. La pression s'accentue sur le ministre Mendicino. Ça le rend vulnérable aux critiques des partis d'opposition. Les conservateurs ne s'en privent pas. Mais on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe au sein du ministère de la Sécurité publique. Moi, je me demande si le ministre est bien informé ou même suffisamment informé pour faire son travail correctement. Oui, parce que, justement, Yves, si on croit la version du ministre, il aurait seulement été informé du transfert de Bernardo le 30 mai, c'est-à-dire le lendemain du transfert comme tel, mais on apprend finalement qu'il y a 2 courriels qui ont été envoyés à son bureau par Service correctionnel du Canada pour l'informer, et ce, dès le 2 mars. Donc, est-ce que c'est possible que le ministre n'ait pas été informé par son personnel? Parce que c'est ce qu'il semble dire, finalement. Est-ce que ça vous semble possible? Oui, ça me semble absolument possible parce que si c'est le cas, c'est évidemment une grave erreur de quelqu'un dans son entourage, mais c'est possible que quelqu'un, quelque part, ait décidé que ce n'était pas un enjeu majeur parce que, vous savez, Bernardo n'a pas été libéré de prison. Là, il passe d'une prison à sécurité maximum à une prison à sécurité moyenne. Alors, j'ai vu des drames beaucoup plus grands dans mon existence que celui-là. Et est-ce que ça vaut de demander la tête d'un ministre parce qu'il y a eu un problème de communication? Est-ce que le dossier Bernardo doit être réexaminé? Est-ce qu'il doit y avoir appel de cette décision? Fort probablement. Est-ce que ça vaut de demander la tête du ministre? Je ne crois pas. De toute façon, je pense que M. Mendicino va passer à la trappe éventuellement dans un remaniement ministériel, mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de ce cas précis, il est fort possible qu'il ait été informé tard et il est possible également qu'il ait un peu transformé la réalité, mais si chaque fois qu'un ministre enjolive la vérité devait démissionner, le Parlement aurait de la difficulté à faire quorum. Oui. Parlons maintenant d'une autre tuile pour les libéraux, mais vraiment du même genre. Le patron du SCRS qui vient contredire les propos du ministre Blair cette fois-ci. Bon, il semble que le ministre aurait été informé dès 2021 des menaces contre le député Michael Chung et sa famille. Évidemment, on parle du dossier de l'ingérence étrangère. Le ministre Blair a toujours dit qu'il avait été mis au courant seulement quand c'est sorti dans les médias. Mylène, est-ce qu'on a affaire à un autre cas de manque de communication au sein d'un ministère? En tout cas, M. Blair maintient sa version aujourd'hui. Il dit que ni le ministre, ni ses employés n'ont accès aux documents secrets du Service canadien du renseignement de sécurité. Et il a dit lors de la période des questions que David Vigneault, le directeur du SCRS, avait eu amplement le temps de lui fournir la note de brefage et même de l'informer lors des multiples séances d'information qu'il a eues avec lui depuis 2021 et que ça n'a pas été fait. Donc, la question pour moi, c'est surtout de savoir comment ça se fait que des informations aussi importantes ne se rendent pas dans ce cas-ci au ministre Blair. Vous souvenez-vous, durant la commission Rouleau, il y avait eu aussi une question là, d'information qui ne s'était pas rendue dans ce cas-ci au bureau du premier ministre là, en temps opportun pendant le convoi de la liberté. Donc, ça donne l'impression qu'il y a un manque de direction de part et d'autre, là, soit au sein du bureau du ministre Blair, au sein du ministère ou même au sein du Service canadien du renseignement de sécurité. Oui, des gens qui lisent peut-être pas leur courriel. Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec Mylène. C'est clairement un problème de communication qu'il y a dans la machine parce que M. Mendicino, M. Blair, même problème de communication. Alors, est-ce que les hauts fonctionnaires
décident par eux-mêmes que ça vaut pas la peine d'informer le ministre sur certains sujets, possible, mais clairement, des règles doivent être établies. Qu'est-ce qu'un ministre doit savoir? Jusqu'à quel niveau il n'a pas besoin d'être informé et à partir de quel niveau il doit absolument tout savoir sur ce qui se passe? Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un ménage quelque part parce que deux histoires comme ça consécutives, c'est un peu troublant. Ouais. Pour ce qui est de la révélation comme telle du patron du SCRS, Mylène, qu'est-ce que ça nous dit sur les relations, en fait, entre le gouvernement Trudeau et le Service canadien du renseignement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une telle révélation du patron du SCRS? En tout cas, moi, ce que j'en décode, c'est que c'est tendu, puis on le sent aussi depuis toutes ces histoires qui sont sorties, autant dans le Globe and Mail qu'à Global News, des rapports du Service canadien du renseignement de sécurité qui ont pu être consultés par des journalistes, qui mettait le gouvernement Trudeau dans l'embarras. On sent que c'est pas l'amour fou entre les deux présentement. Donc, on sent que les relations sont quand même assez tendues à l'heure actuelle entre les deux. Oui, c'est ça, peut-être un lien de confiance qui est brisé. Mylène, je reste avec vous parce que je veux vous entendre sur le projet de loi C-18 sur le partage des revenus des géants du Web. On est à quelques jours, finalement, de l'adoption finale de ce projet de loi-là. Déjà, il y a des effets qui se font sentir. Il y a des médias au Québec dont les contenus ont été bloqués par Facebook, entre autres. Est-ce que des compagnies comme Facebook, justement, pourraient éviter d'avoir à conclure des ententes avec les médias? Oui, ben c'est ce qu'on m'a confirmé au cabinet du ministre Pablo Rodriguez hier. Donc, d'où peut-être l'idée de ces fameux tests que Facebook Meta maintenant fait pour faire pression sur le gouvernement. Au début, c'était pour tenter de faire modifier le projet de loi C-18. Ça n'a pas tout à fait fonctionné au Sénat. Il y a un amendement là, qui de la sénatrice Miville Deschamps qui visait peut-être à mieux équilibrer le projet de loi, mais les libéraux ont déjà dit qu'elle allait le refuser. Donc si Meta, sur ses plateformes, ne diffuse pas de contenu de nouvelles, eh bien, il n'aura pas à conclure d'entente avec les médias d'information. Et donc, c'est une échappatoire. Mais en même temps, du point de vue du gouvernement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on voulait adopter une solution là, de marché. Donc, on voulait pas imposer une redevance. Donc, on voulait permettre aux deux parties de négocier. Mais en même temps, est-ce qu'il y aura lieu de négocier? C'est là où on verra combien de temps là, cet accès limité aux nouvelles pourra durer. Pour l'instant, c'est tout le mois de juin, ce qu'on nous a dit du côté de Meta. Mais l'idée, c'était de le rendre permanent si C-18 était adopté. Ensuite, on verra combien de temps ça peut durer. Là, en Australie, ça avait duré, je pense, 5 jours au total. Mm-hmm. Donc, on verra là, la guerre d'usure, combien de temps elle durera ici. Oui, c'est ça. C'est 18 qui devrait donc être adopté, comme je le disais, dans les prochains jours. Un mot en terminant sur le sondage Abacus qui a été fait pour le compte du Toronto Star. Une grosse majorité de Canadiens disent que c'est le temps de changer de gouvernement. En fait, c'est le cas pour 81% des répondants. 81 quand même, c'est une bonne majorité. Yves, qu'est-ce qui fait le plus mal au gouvernement actuellement? Le dossier de l'ingérence étrangère ou la hausse du coût de la vie, vous pensez? Je pense que c'est un ensemble, c'est un tout qui se résume par l'usure du pouvoir. Les gens sont fatigués de ce gouvernement qui, plusieurs estiment que c'est un gouvernement qui est toujours lent à réagir, surtout lent à prendre des décisions. Alors, c'est un cumul qui fait que les gens ont une certaine fatigue. Le problème, c'est une autre question du sondage, c'est l'alternative. Oui, c'est ça. Parce que si 81% des répondants croient qu'il est temps de changer de gouvernement, il y a 31%, presque le tiers des répondants qui dit qu'il n'y a pas de bonne alternative aux libéraux. Autrement dit, qui choisit prend pire ou qui choisit prend pareil. Alors, c'est un problème majeur parce que les gens ne voient pas dans les conservateurs l'alternative viable, ce qui va peut-être envoyer un message à M. Poilievre qu'il faudrait peut-être qu'il change de ton, qu'il change d'attitude et à la Chambre des communes et dans ses communications en général. Et évidemment, le NPD et le Bloc québécois, c'est des clientèles beaucoup plus lichées. Alors, oui, les gens sont fatigués des libéraux, mais en même temps, ne voient pas quelle est la solution. Alors, pour les journalistes, c'est
c'est une équation assez intéressante à suivre. Oui, effectivement. Donc, un mauvais sondage pour le gouvernement, mais mauvais sondage aussi pour l'opposition. Pas nécessairement, je devrais dire, un bon sondage pour l'opposition. Mylène et Yves, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.